Donc, on va vous présenter la dématérialisation des commandes et des factures. Ça va commencer par le CHU de Dijon, donc Madame Labbé, qui va vous parler de son expérience et surtout comment s'est effectuée la mise en place. Donc, je vais lui donner tout de suite la parole parce qu'on est assez limité dans les temps. Donc, à vous. Très bien, bonjour. Donc moi je souhaiterais revenir sur l'expérience de Dijon en termes de dématérialisation de commandes. Donc au sommaire, donc je prévois de vous parler d'abord de l'historique des commandes au CHU de Dijon. Donc c'est pas récent, ça fait longtemps qu'on en fait, mais il y a eu de la nouveauté depuis 6 mois, étant donné qu'on a mis en place effectivement, on a généralisé la démat des commandes sur notre ERP CEPAGE, en profitant d'un changement de version. Et après, je vais revenir sur les prérequis à respecter pour réussir un projet de dématérialisation de commandes. Et enfin, je vous ferai effectivement un bilan de la migration EDI qui s'est effectuée à Dijon en fin d'année dernière pour ce secteur-là. Alors, donc, sur les commandes EDI, ça fait longtemps qu'on travaille avec Hospitalis pour les secteurs de la pharmacie. Donc là, on passe effectivement par le logiciel CEPAGE et Pharma. Donc ça roule depuis longtemps. Donc la pharmacie, c'est vrai qu'elle est à Dijon, il y a le logiciel Pharma, il y a une plateforme logistique gérée avec le logiciel LM7 de la société A6 et il y a CEPAGE pour toute la partie effectivement comptabilité. Au niveau des échanges, donc ça fait à confirmer, donc ça fait 13 ans qu'on travaille avec Hospitalis, donc on n'en entend pas parler, donc ça veut dire que ça se passe bien. Et les factures, on enchaînera. Donc là, M. Prudhomme vous en parlera début 2016. Donc globalement, c'est très satisfaisant. Grande réactivité d'Hospitalis. Et à l'époque, effectivement, il faut savoir qu'on a utilisé le logiciel Achat Pro depuis 2004 sur un grand nombre de secteurs d'achat, mais la pharmacie n'a jamais souhaité effectivement mettre en place l'IPROC via la solution Achat Pro. Achat ProPad, étant donné qu'avec l'utilisation du logiciel Pharma et en se passant par la plateforme de dématérialisation des commandes Hospitalis, ça se passait très bien. N'empêche que ce n'est pas là-dessus que je vais effectivement axer mon exposé, surtout sur ce qu'on a fait l'année dernière, donc en grande collaboration avec le GIP CEPAGE, représenté ici, Nathalie Rouillon et Pascal Indro, et avec Hospitalis pour effectivement transmettre les commandes. Alors donc, de 2005 à 2014, on avait mis en place le logiciel Achat Pro qui est devenu PAD derrière, pour gérer, donc je vais faire directement le schéma derrière. Donc nous avions en jaune les demandes de services. Les services, donc les UF, utilisaient une application nommée PAD, enfin Achat Pro à l'époque, pour faire des demandes de produits. Ces demandes, transformées en commandes, étaient validées au niveau d'un workflow par un acheteur dans l'application PAD, étaient transmises ensuite en EDI à Hospitalis, puis aux fournisseurs. Ça nous obligeait effectivement à répliquer ces commandes à 2 endroits, sans compter la transmission Hospitalis, c'est-à-dire à CEPAGE pour faire tout ce qui est liquidation, balance, etc. et à notre plateforme logistique en rose, dessinée en rose, pour effectivement assurer tout ce qui est réception, distribution au service. Donc ça a été en place assez longtemps, de 2004 à fin 2014. Ça fonctionnait, néanmoins ça nous prenait quand même beaucoup de temps parce que vous voyez que les commandes étaient gérées dans 3 applications en interne pour les secteurs qui utilisaient ça. Donc je n'ai pas précisé, les secteurs c'était tout ce qui était magasin général, biologie, laboratoire, DMS non stérile, bureautique. Donc quand même pas mal de secteurs, donc pas la pharmacie comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, on a utilisé ça assez longtemps, mais on s'est rendu compte qu'au niveau du fournisseur, c'était assez lourd en termes de paramétrage. En interne, c'était très très lourd parce qu'il fallait effectivement paramétrer des produits dans différents logiciels. Et donc ce qui s'est passé fin 2014, on a profité d'un changement de version du GIP CEPAGE. On est passé d'une version CEPAGE V2 au niveau des modules Economa
à un module cépage I beaucoup plus ergonomique. Et on a pu effectivement basculer l'ensemble de notre approvisionnement qui passait par PAD et retourner dans notre ERP de manière à optimiser, rationaliser notre système d'information. Donc, je reprends le schéma, je reviendrai à la diapo après. Donc, désormais, en vert, c'est tout ce qui est fait dans cépage. Donc, les services, donc 500-600 utilisateurs font des demandes dans un module DPP qu'on appelle demande produit prestation du GIP. Ces demandes sont ensuite effectivement validées par des acheteurs au centre du schéma, puis transmises via Hospitalis aux fournisseurs. Donc ensuite, effectivement, ces commandes sont transmises aux fournisseurs. En petit 4, vous avez une livraison. Il y a une réception qui est faite sur notre plateforme de logistique via un logiciel LM7. Et derrière, c'est Cépage qui va effectivement effectuer la liquidation. Donc ça, c'est un projet effectivement qu'on a mené en une petite année, je dirais. Il a fallu effectivement prendre notre système de PAD et tout reparamétrer au niveau du cépage. Comme je le disais, on a dû également adapter le logiciel cépage pour qu'il remplisse exactement les mêmes fonctionnalités qu'on avait auparavant au niveau de PAD. Donc on a repris on est dans GS1, donc on a toute la logique des points de distribution. Voilà. Donc ça, c'est une démarche qui s'est passée effectivement assez bien. En interne, ça a été assez bien vécu, étant donné que maintenant, nous avons essentiellement un outil utilisé pour la gestion de nos commandes, nos produits, et ça évite de multiplier un petit peu le paramétrage. Et c'est souvent un conseil, on me demande est-ce que c'est mieux, pas mieux ou pas. Le fait de ne paramétrer des informations que dans un, voire deux logiciels, c'est quand même mieux que de devoir dupliquer tous les référentiels, les codes produits, les marchés, les fournisseurs, dans de nombreux les outils. Et effectivement, à l'hôpital, il y a beaucoup d'applications. Chaque secteur veut son propre applicatif. Et souvent, il faut s'interroger sur quelles sont les fonctionnalités supplémentaires qu'on met en place. Avant de mettre une autre application pour faire de l'e-procurement, est-ce que ce qu'on a déjà en interne, ce n'est pas déjà grandement suffisant pour gérer toutes ces commandes? Alors maintenant, je voudrais revenir sur les prérequis. Effectivement, on est là. Nous, on a fait donc, tous les secteurs d'achat qui étaient au niveau de PAD. On les a migrés vers Cépage. Maintenant, il en reste encore. Tout ce qui est biomédical, restauration, cuisine n'est pas encore géré sous forme EDI. Donc ça, maintenant qu'on a mis en place le socle qui est opérationnel, c'est-à-dire les commandes qui sortent donc depuis le 15 janvier, elles sortent depuis Cépage sous forme d'EDI. Qu'est-ce qu'il faut faire quand un nouvel secteur veut se mettre à la commande EDI? Alors, la première chose à faire, effectivement, mais bon, ça c'est du basique, hein, mais c'est de faire un audit auprès des responsables et des opérationnels du secteur concerné pour savoir comment ils travaillent. Et ça, on a toujours l'impression de savoir, ou alors on a toujours, bon, moi je suis du domaine informatique, hein, on a toujours l'impression que le responsable fonctionnel, il connaît son secteur. Alors, des fois, c'est le chef, c'est pas lui qui fait, c'est pas lui qui fait tout. Et même quand on fait un audit, déjà, on découvre des choses. Hein, mi-janvier, on a découvert 2-3 petites choses qu'on n'avait pas anticipées. N'empêche que quand on met noir sur blanc comment ça se passe, quels sont les acteurs, quelles sont les étapes de validation, surtout avec le workflow au niveau des commandes. Hein, logiquement, il faut une signature, etc. Comment se passe la signature, comment on distribue les produits, est-ce que la commande doit porter, quelle adresse elle doit porter pour être redistribuée en interne. Donc tout ça, il faut vraiment faire pour chaque secteur un audit. Et après, faire un inventaire des différents produits du secteur d'achat. Donc on a souvent l'impression, parce que les secteurs d'achat ont beaucoup de produits, ou ils ne font pas un inventaire détaillé. Il faut les accompagner en tant qu'informaticienne. C'est vrai que j'accompagne toujours le fonctionnel qui veut mettre en place sa dématérialisation. Donc les produits. Alors en quoi le paramétrage des produits est assez complexe quand on met en place la dématérialisation. Déjà, on a tous des codifications internes. La logique des codifications, c'est vrai que c'est un peu un secteur qu'on connaît bien parce qu'on a mis en place une plateforme logistique. Donc forcément, quand on met en place de la logistique, il faut s'interroger à la codification des produits. Est-ce qu'ils sont génériques ou pas? Et comment faire pour qu'ils soient génériques après? Donc,
avec l'utilisateur, on doit recenser tous ces produits et essayer de faire une correspondance entre les codes produits internes et les codes fournisseurs. Parce que quand on envoie une commande sous forme EDI, même si effectivement Hospitalis a toujours le moyen, avec des astuces, de s'en sortir, n'empêche que pour bien gérer, surtout après la démat facture, il faut quand même avoir une relation de 1 pour 1. Si vous avez des gros génériques, et c'est souvent les problématiques des directions économiques, nous, avec PAD, on avait un code dans ces pages pour la bureautique et on avait 7000 références dans les catalogues PAD. Quand on fait de la commande EDI, c'est pas problématique, ça sort du SI, on est en 1, c'est pas grave. Quand on veut mettre en place de la facture EDI, c'est beaucoup plus problématique. Donc la démarche qu'on a fait en mettant en place le CEPAJ, on a refait des pseudo-catalogues, donc on dit catalogue dans CEPAJ, c'est un grand mot. Autant dans PAD, on fait un catalogue, c'est très très lourd. Autant dans CEPAJ, on prend le produit, on affecte un domaine et ça y est, c'est fait. Donc je dirais qu'il y a une souplesse qui est d'autant plus intéressante que ça va très vite, quoi. Donc cette histoire de codification, elle n'est pas à prendre à la légère, mais ça se fait quand même relativement bien. Donc le générique, effectivement, j'ai problème de la granularité, ça il faut essayer d'éviter. Il y a également, et parfois on peut perdre de l'historique au niveau des consommations. Quand vous avez aujourd'hui, vous voulez passer à l'EDI, vous avez un historique de consommation sur certains codes produits, vous faites de l'EDI, on vous dit qu'il faut faire du 1 pour 1. Très bien, ça veut dire quoi? Que vous abandonnez votre ancien historique de codification. Voilà, c'est une des questions à se poser, à faire trancher. Objectivement, pour les laboratoires, on avait 5000 produits qui étaient, dont la plupart étaient génériques 1 pour 30. On a tout repassé dans CEPAJ, on a recréé 5000 codes. Ils ont perdu leur historique, mais au moins maintenant c'est propre. Donc de toute façon, un historique, quand on a un générique 1 pour 30, je ne vois pas ce qu'on peut trop exploiter. Mais bon, ça c'est une réflexion personnelle. Après, une grosse réflexion à avoir aussi quand on fait de l'EDI, c'est qu'on n'est plus en système papier à écrire en gros je veux mon bidon, mon carton de 12, etc. C'est le conditionnement d'achat. Donc dans tous les logiciels, effectivement, il y a des unités d'achat, enfin je parle du GIP, hein, il y a des unités qui sont assez, il y a plusieurs strates d'unités, entre l'unité de gestion, l'unité au niveau du stock, de conditionnement d'achat. Bon, il faut bien se poser la question de savoir de quoi a-t-on besoin, parce que si on commence à programmer quelque chose, à paramétrer dans le système d'information différentes couches, passer un moment derrière, il y aura l'opérationnel qui va commander forcément autre chose que ce qu'il veut, donc on va se retrouver avec N fois plus de produits que ce qu'on voulait. Donc là, il vaut mieux faire simple, en unité de gestion, 2 unités, je dirais, c'est déjà bien. Donc il ne faut pas vouloir partir trop détaillé. Après, voilà, donc ça j'ai déjà dit. Après, donc pour faire un projet d'EDI également, donc nous ce qu'on a fait pour mettre dans ces pages et travailler avec Hospitalis, c'est une notion de point de commande. Donc ça c'est typique, c'est un jargon CEPAJ, hein, je suppose. Donc le point de commande, effectivement, nous on a dû gérer avec Hospitalis des paramétrages fournisseurs qu'on a dû envoyer, mais ça prend très peu de temps. Ça a été fait en quelques 2-3 jours, je dirais, le temps de reprendre nos fournisseurs. Il faut effectivement mettre des fax, des téléphones, parce que l'EDI, c'est pas que de la transmission EDI, c'est également du fax derrière, mais c'est les robots Hospitalis qui gèrent derrière. Donc parfois, toutes nos commandes sortent en EDI, mais derrière, elles sont peut-être envoyées par fax aux fournisseurs. Pour nous, c'est transparent. Je dirais que c'est pas grave. Donc il faut mettre à jour la base fournisseur, des fournisseurs pour lesquels vous voulez travailler en EDI. Mais ça n'a pas été la partie la plus difficile. Et après, en bilan donc de l'expérience Dijon, donc la migration, on est passé quand même d'un système PAD au système CEPAJ. Ça a été quasiment transparent. Il y a beaucoup de travail de paramétrage, mais je ne vais pas dire qu'il y a eu 0 couac parce qu'il y en a eu un petit peu, mais quasiment pas. Pour les utilisateurs, c'était quasiment transparent. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui passe par la plateforme PAD. Donc tout sort au niveau de CEPAJ et va sur la plateforme Hospitalis. Donc effectivement, on a reparamétré beaucoup de produits. On a fait des injections massives de fichiers de produits et de fournisseurs. Donc tout ça, deuxième quinzaine de décembre. C'est un projet effectivement qu'on a piloté en étroite relation avec le GIP notamment. Je dirais qu'une gestion de projet rigoureuse avec un planning très contraint fin 2014. On a plus travaillé avec Hospitalis fin 2014 pour harmoniser les référentiels, pour que le démarrage se passe effectivement sans problème.
En interne, donc, on a déployé un nouveau module à la place de PAD sur, je mets 300, mais il y en a plus 500 utilisateurs. Donc il y a eu des actions de formation, d'information, formation et beaucoup de communication pour effectivement bien conduire le changement. Les 15 premiers jours, effectivement, il y a eu un dialogue quasi quotidien avec Hospitalis. Laurent Zivier est venu également à Dijon pour former les équipes, pour montrer, il y a un portail où les utilisateurs peuvent suivre la commande, où est-ce qu'elle en est, est-ce que c'est transmis au fournisseur ou pas. Bon, on n'est pas encore allé au bout de la chaîne, on n'a pas mis en place le DSADV. Le DSADV, c'est l'information retour du fournisseur. Donc ça, c'est en projet. Mais on va commencer, donc là on a fait la commande, on fera la facture l'année prochaine et la DSADV suivra derrière. Donc avec Hospitalis, donc ça se passe bien, c'est transparent également. Et on a juste dû faire quelques adaptations auprès des fournisseurs parce qu'on travaille effectivement avec une norme GS1, donc on utilise beaucoup les points de distribution. Nous on a des plateformes logistiques où les produits sont livrés. Derrière on a de nombreux points de distribution internes. On a mis en place un WMS, donc forcément, il faut que tout suive derrière. Donc ça, on a encore quelques adaptations à faire, mais c'est en cours avec Hospitalis notamment. Et voilà, donc la suite, c'est la dématérialisation des factures et le DSADV qui arrivera effectivement pour Pharma aussi, parce que Pharma va réintégrer la démat facture et le DSADV. Et là, je pense qu'on va stabiliser tout ce qui est approvisionnement de cette manière-là. Est-ce que... Ce que je propose, c'est qu'on continue sur Monsieur Prudhomme sur la facture. Après, vous pourrez poser des questions. Ça suit là ? Bonjour, Dominique Prudhomme, donc responsable du projet GEF sur le CHU de Besançon, où on a commencé la dématérialisation des factures DI depuis quelques temps. Donc on va faire une bonne petite transition puisque pour l'historique des commandes DI, on est passé par toutes les étapes dont vous a parlé Madame Lambe à l'instant, et on a commencé les commandes DI via Hospitalis en 2001. Alors on a commencé sur différents services, ce qu'on appelle la CAMS, bon, c'est un service de dispositifs médicaux, le démarrage de la pharmacie en 2002, les DMI en 2003 et en 2009 les Economa secteur laboratoire. Donc là on peut se rendre compte qu'au niveau des commandes DI, là j'ai fait un graphique qui montre le nombre de lignes DI et non pas le nombre de commandes DI. Comme le disait très bien ma collègue au service de la pharmacie, c'est plus significatif d'indiquer des lignes EDI plutôt que des commandes, parce qu'une commande, bon, ça peut contenir une ligne, mais ça peut contenir 30, 40 lignes, etc. Donc on peut se rendre compte sur tout l'établissement du CHU de Besançon que la partie verte correspond aux commandes EDI en nombre de lignes. La partie bleue, non EDI, il en reste quand même encore pas mal, puisque toute la partie comment dirais-je, des services hôteliers ne sont pas EDI, tout ce qui est alimentation n'est pas EDI, mais les secteurs essentiels quand même, au niveau de la pharmacie et des dispositifs médicaux et des laboratoires ont bien travaillé, et on va voir par la suite sur ce que ça représente en commande EDI, en ligne de commande EDI,
au niveau de la CAMS, qui correspond aux dispositifs médicaux, on se rend compte qu'il y a très très peu de bleus et donc qu'il y a très très peu de commandes non EDI. Que le processus fonctionne très bien au niveau de la CAMS, au niveau de la pharmacie. Et pourtant, c'est le service vraiment qui a voulu qu'on avance dans ce processus-là. Ben, il reste quand même quelques commandes non EDI, mais qui correspondent aux ATU. Alors les ATU, c'est les autorisations temporaires d'utilisation qui ne font pas partie de ces commandes EDI parce qu'il y a des obligations, certaines obligations. On ne peut pas le faire encore pour l'instant. Donc c'est pour cette raison qu'au niveau de la pharmacie, il reste quand même une certaine partie de commandes non EDI. Les laboratoires, on voit qu'au niveau du nombre de lignes de commandes, c'est pareil. Et pourtant, on a commencé en 2009, mais là, j'ai fait les différents graphes à partir de 2010, et donc on voit qu'il y a eu une activité, enfin, ça s'est très très vite transformé, avec tout le paramétrage dont vous a parlé Madame Blab, préalablement, hein, tout le paramétrage qui a été fait au niveau des fournisseurs, au niveau des produits, au niveau des points de commande, etc. Tout ça, ça avait bien été fait, et en conclusion, on voit que au niveau de ces services-là, il y a une très très grande montée en charge des commandes EDI. Au niveau donc pour l'objet vraiment de l'exposé, là, c'est par rapport à la dématérialisation des factures qu'on a commencé en 2011. 2012, donc il y a eu une lettre de fait aux différents laboratoires par Hospitalis. En 2013, le démarrage des dispositifs médicaux. On garde les mêmes services avec lesquels on a travaillé. 2014, première facture fiscale avec Eticon. Il y a eu un article de presse d'ailleurs en décembre 2014 sur le magazine DM Mag. Donc au niveau, quand on parle de facture fiscale, évidemment, il n'y a plus du tout d'envoi de facture papier. On ne reçoit plus de papier. Ça sera soit du PDF, soit en même temps avec le fichier qui est transmis, un fichier par facture qui est transmis par l'EDI. Donc la facture fiscale, ça signifie plus de papier. En mai 2015, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, on a 15 laboratoires qui font avec nous des factures EDI, 6 en dématérialisation fiscale, plus de papier, tous en EDI, pas de PDF non réintégrable. Donc évidemment, si on reçoit du PDF, il ne peut pas être réintégrable dans le système, dans notre GEF, qui est en fait CEPAGE aussi, hein, dans la même configuration que le CHU de Dijon, hein, Hospitalis et CEPAGE. Et là, je vais vous montrer un petit peu dans les mêmes graphes, le même genre de graphe, le nombre de factures traitées en EDI en avril 2015. Évidemment, là, il y a beaucoup de bleu. Hein, quand on a vu les précédents graphes où il y avait beaucoup de vert, là, en nombre de factures, forcément, ça monte en charge tout doucement. Hein, avec 15 laboratoires, c'est assez peu. Et bien évidemment, on voudrait aller vers un nombre de laboratoires beaucoup plus important. Et même, ça va devenir quand même petit à petit pour les différents laboratoires une obligation, avec le PSV2 aussi. Donc on se rend compte que pour la pharmacie, la montée en charge de la facture EDI, du retour facture EDI, vient tout doucement, mais vient malgré tout. Au niveau de la CAMS, c'est pareil, il y a très très peu aussi. La CAMS, on a commencé un petit peu plus tard. Hein, vous voyez, en 2012, 3 lignes EDI, c'est vraiment peu, mais il y a une montée en charge qui se fait quand même malgré tout. On voit qu'en 2014, il y a 2400 lignes, 2432 lignes en 2014 par rapport aux 1176 lignes en 2013. Bon, ben, on peut dire qu'il y a 50% d'augmentation pratiquement. Donc c'est quand même intéressant et on espère de plus en plus que les laboratoires vont y venir. Là, c'est vraiment un cas typique avec le fournisseur, le laboratoire Eticon. On voit qu'en 2014, on avait un nombre de lignes totales EDI de 1716 lignes et
en 2015, on en est seulement au mois de mai 854. Donc il y a une montée en charge qui va se faire avec le laboratoire Eticon, qui est en facture fiscale, donc, et qui va se faire de plus en plus. On a vu récemment encore quelques petits problèmes avec ce laboratoire qui devrait être réglé très prochainement, et donc qui permettra d'augmenter notre part de facture EDI par rapport au non-EDI. Alors dans ce processus, évidemment, les 4 acteurs sont là. Cépage, évidemment, qui intervient parce que on a forcément travaillé avec ma collègue de la pharmacie. On a beaucoup travaillé de façon combinée, tous les deux, par rapport aux anomalies qu'elle pouvait constater, par rapport aux modifications que moi je pouvais apporter et que je pouvais retransmettre à Cépage, qui eux faisaient les corrections dans l'application, nous retournaient ces modifications, et donc on avançait petit à petit avec Cépage et également avec Hospitalis. Hospitalis qui, eux, donc, au niveau des commandes, récupèrent, nous, on envoie donc toutes les commandes à Hospitalis. Hospitalis les diffuse aux différents laboratoires. Le retour, c'est le même principe. C'est Hospitalis qui reçoit les factures fichiers des laboratoires et qui nous les retourne au niveau, qui place au niveau d'un serveur. Là, je dis le principe de fonctionnement au niveau de Cépage. Hospitalis met à la disposition du CHU X fichiers à un emplacement bien précis d'un serveur défini, préalablement donc entre les deux acteurs. Ces fichiers sont en format qui est défini par Cépage et qui a été fourni aussi à Hospitalis pour se mettre tout à fait en accord. Et l'action du CHU au niveau des utilisateurs pour intégrer ces fichiers. Un fichier, c'est une facture, d'accord ? Donc c'est très simple au niveau de Cépage. Première phase, récupération des différents fichiers transmis par Hospitalis. Chaque fichier correspond à une facture. La deuxième phase, c'est le déclenchement d'un traitement par l'utilisateur qui contrôle le contenu de ces fichiers et qui vérifie, entre autres choses, la correspondance avec un numéro de commande EDI. Bien évidemment, s'il y a une facture EDI, il faut absolument qu'il y ait la correspondance par rapport à la commande, le numéro de commande, les codes articles. Donc il faut absolument avoir la correspondance. Et la troisième phase, qui est le déclenchement d'un traitement troisième phase, pardon, la génération des liquidations à partir des factures correctes. Là, c'est un petit peu peut-être difficile pour vous à voir. Enfin, c'est une représentation des factures correctes au niveau de l'application Cépage. On voit qu'il y a une coche valide et qui permet de voir qu'une ligne là, correspond à une facture, qui permet de voir qu'au niveau de l'intégration pour l'utilisateur, il suffit qu'il clique sur le bouton génération pour que ces factures soient générées au niveau des liquidations et soient mandatées par la suite. Donc je vous le dis, là, je répète, une ligne correspond à une facture. Donc quand on va dans le détail d'une ligne de facture, il nous montre toutes les lignes. Là, la facture n'a qu'une ligne. Il montre toutes les lignes d'une facture possible. Et sur la colonne de gauche, on voit qu'il y a le code UCD. Donc ce code UCD, il est défini au niveau de chaque produit, comme vous l'avez dit précédemment, Madame Lab, au niveau des paramètres. Elle est définie au niveau de chaque produit. Et pour chaque commande qui sera EDI. Et on le retrouvera, vous allez voir un peu plus loin, qu'au niveau de la commande, on retrouve ce code. Là, en fait, c'est la commande. La commande, on voit à droite, un petit peu sur la deuxième colonne, la deuxième zone à droite, il y a marqué EDI. Donc, c'est une commande EDI. Et la ligne de commande qui est grisée, c'est cette ligne-là qui a été facturée, qu'on a vu précédemment en facture. Et quand on clique sur la ligne, on veut voir le ligne du détail de cette commande. Voilà, on a le contenu de cette ligne de commande avec tout en bas, à droite, la référence EDI. Ça correspond au code du CD qu'on a vu précédemment.
Et donc ça correspond au code qui a été défini dans le produit commandé. On voit sur la droite, toujours pareil, référence EDI. Donc on retrouve ce code au niveau du produit, on retrouve ce code au niveau de la commande, on retrouve ce code au niveau de la facture. Une fois que, comme précédemment je vous ai montré, le bouton génération permet de générer la facture en liquidation, l'utilisateur il obtient ça. Il dit la liquidation numéro tant a été générée avec cette commande. Et la liquidation, on peut évidemment la visualiser de cette façon, alors qu'avant, avec les commandes non EDI, il faut tout retaper, tout ressaisir. Donc c'est un travail quand même considérable. Là, la génération, elle se fait automatique. Il n'y a plus rien à faire. On clique sur le bouton génération, il génère les liquidations. Là, on peut voir avec Hospitalis, il y a ce qu'on appelle le coffre-fort, l'archivage d'Hospitalis. Toutes les commandes qui sont envoyées par fichier EDI sont dans le coffre-fort. Et il y a deux petites icônes là qui correspondent soit à un fichier PDF, et puis la petite icône en rouge là qui dit que c'est une facture fiscale. Ça veut dire on repère tout de suite. Il y a tout un écran. Hein. On peut avoir cette petite icône rouge là qui correspond à un cachet. C'est la notion de facture fiscale. Donc on est sûr que pour ça, il n'y a pas de papier qui est envoyé. Il n'y a plus de facture papier qui est envoyée. On peut récupérer aussi, pour les factures EDI, plutôt que d'aller dans le coffre-fort, un mail avec la facture en question. Donc, pour la suite, la facture EDI, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Ça sera très intéressant pour le flux PSV2, qui permettra de récupérer le fichier PDF et de le joindre donc, au niveau du mandatement. Et c'est pour l'objectif du PSV2. Là, je vous représente tous les écrans de ces pages que je vous ai montrés. C'est encore l'ancienne version, entre guillemets ancienne, puisqu'on l'utilise encore au jour d'aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, on passe à la version CEPAJ qui correspond à cet écran, qui est la même que la liquidation que je vous ai montré précédemment. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce slide qui permet de voir l'évolution de l'application de CEPAJ V2 en CEPAJ. Donc la stratégie gagnant-gagnant pour l'hôpital, gain de temps énorme, réception des factures très rapide, on arrive à avoir des fichiers avant d'avoir la facture papier. Pour ceux qui ne sont pas encore en facture fiscale, le fichier nous arrive très rapidement, et bien entendu avant d'avoir la facture papier. Archivage, plus de papier, puisque ça va dans le coffre-fort, facile à retrouver. Optimisation de la politique d'approvisionnement des commandes, parce qu'il est intéressant d'avoir le moins de commandes possible, d'avoir le plus de lignes dans chacune des commandes. Ça permet d'optimiser au moins les commandes. Développement durable, évidemment, plus de papier, donc c'est intéressant. Puis on répond à la législation, parce que par la suite, forcément, il y a le PSV2 qui est une obligation. Donc les fournisseurs seront obligés de passer par cette solution, enfin ces solutions, en tout cas pour la dématérialisation. Pour l'industrie pharmaceutique, des commandes propres aussi, puisqu'en EDI, donc dématérialisable, plus de papier. Distribution du nombre de commandes identifiées par le LEM. Donc là, c'est un syndicat de la pharmacie qui place le CHU de Besançon au niveau des commandes de la pharmacie en deuxième position, parce qu'ils ont optimisé le maximum, le plus possible, le nombre de commandes EDI et le nombre de commandes tout court. C'est-à-dire qu'ils font très peu de commandes par mois pour le même fournisseur. Volonté de l'industrie pharmaceutique, développement durable, répondre à la législation. En conclusion, voilà ce que je peux vous dire sur notre expérience de facture EDI. Merci. Est-ce que vous voulez poser des questions ou je finis la dernière intervention? Oui, allez-y. Bonjour. Allô. Oui, aujourd'hui, vous dématérialisez avec une quinzaine de labos. Le but, c'est de dématérialiser avec l'ensemble des laboratoires. Le plus possible. D'accord. Les laboratoires aujourd'hui sont, je pense, un petit peu plus mûrs que le secteur public sur tout ce qui est EDI.
ils ont souvent déjà leur propre solution EDI. Est-ce qu'on peut imaginer interfacer des solutions EDI existantes chez les labos avec votre solution EDI Hospitalis? Parce qu'il n'y a pas de problème de connexion, on va dire. Ouais, alors je vais vous montrer, mais oui, tout à fait. Le but, c'est de... Donc, je vais vous répondre tout de suite avec la présentation. Tac. Hop, merci. Donc en fait, Hospitalis, GIS appartient au groupe CGDIM. Donc le groupe CGDIM travaille avec énormément de fournisseurs, hein, avec tous les formats d'EDI. Donc voilà, dès qu'un fournisseur nous dit on est capable de faire de l'EDI, il n'y a aucun problème, on le prend. Et donc on va voir aussi tout à l'heure toute la liste des fournisseurs avec qui on fait déjà de l'EDI. Et vous allez voir, il y en a plus de 200 déjà. Donc je vous ai mis la liste. Donc justement, le groupe CGDIM, c'est un gros groupe français où il y a 3500 salariés et qui fait un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros, vraiment dans le domaine de la santé. GIS et Hospitalis font partie de la CGDIM, hein, c'est une filiale. GIS fait déjà 54 millions de factures. Donc voilà, c'est pour là vous dire, il y a vraiment déjà existant. Donc ça, c'est dans le monde privé. Le public est arrivé après. Et ça représente, ah oui, c'est bien, 100 000 adhérents connectés, donc au niveau et des fournisseurs et des petites entreprises. Hospitalis, là c'est pour le domaine public, et a déjà connecté plus de 1300 établissements de santé. Donc là c'est sur la partie commande, hein, mais ça veut dire qu'ils sont prêts à faire la facture. Et ça nous représente 2 millions de commandes par an. Et on a un référencier de 800 000 articles. Donc le contexte actuel, eh ben, c'est évidemment, là je vais revenir vraiment sur la facture, hein, c'est tout ce qui est transmission de pièces justificatives, l'adoption du PSV2 là, qui est dans l'obligation. L'objectif c'est réduire les coûts, maîtriser les paiements, gagner du temps, enfin tout ce qu'a dit Monsieur Prudhomme. Donc la législation, en fait, on va dire qu'elle est en deux temps. Il y a déjà eu une réglementation en 2010 qui autorisait pour le public à faire de la facture EDI. C'était un peu plus compliqué, il y avait des notions de signature, etc. Mais c'était donc l'autorisation. Et en juin 2014, là, c'est plus une autorisation, c'est une obligation à partir de 2000. Alors, pour les mandats, normalement, c'est à partir de janvier 2015, ça a pris un peu de retard au niveau des trésoriers payeurs. Et pour la facture, c'est annoncé pour 2017. De la même chose, les fournisseurs aussi ont l'obligation, c'est ça qui est intéressant. Et donc, l'État a décidé en fonction de la taille des fournisseurs. Donc, ça commence en janvier 2017 pour les très gros fournisseurs. Ils auront l'obligation de faire de la démat facture. Et puis après, 2018, 2019, 2020 pour les tout petits. Ce qui veut dire qu'en 2020, plus aucun fournisseur ne pourra envoyer de la facture papier. Et pour les hôpitaux, c'est à partir de 2017-2018, ils n'auront plus le droit d'envoyer de facture papier aux trésoriers payeurs. Donc ça, c'est la législation. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Donc là, c'est donc le jour J. On a donc les fournisseurs à gauche qui envoient soit de la facture EDI, soit de la facture papier et PDF. Comment on peut procéder? Quand c'est de la facture EDI, Hospitalis la traite, va la contrôler et la réintégrer dans les GEF. En premier, ça a été Cépage, et puis évidemment, les autres éditeurs essayent de rattraper leur retard et se mettent à pouvoir réintégrer. Donc on va voir pour les autres éditeurs après. Évidemment, vu qu'en 2018, vous êtes obligé de ne plus envoyer de facture papier au niveau du trésorier payeur, malheureusement, vous en recevrez encore. Donc là, il y a deux façons de faire pour ces factures qui restent. Soit vous faites avec un système de scan et d'indexation qui sont proposés quasiment par tous les éditeurs. Ou alors, on peut aller encore un peu plus loin avec ce qu'on appelle un scan LAD qui va aller transformer la facture
en facture EDI, on va dire, pour pouvoir la réintégrer dans la GEF. Bon, le défaut du Scanline par rapport à l'EDI, c'est que souvent il le fait qu'à l'entête et au pied de page, parce que c'est trop compliqué de le faire à la ligne, hein, parce que c'est comme un scan, hein, donc le 0 ou le haut, il y a une confusion, donc il faut que quelqu'un à la main confirme, etc. Donc voilà, mais il est clair qu'en 2017, 100% des fournisseurs ne seront pas prêts à faire de la facture EDI. Donc voilà, mais il faut les encourager. Donc nous, une fois qu'on a, je vous ai montré, Monsieur Prudhomme, les factures EDI qu'on a retransmis dans la GEF, en même temps, on les transmet dans des coffres forts, où là, si vous avez un contrôle, il y a les listes récapitulatives, les fichiers de partenaires, etc., qui sont obligatoires pour faire du fiscal. Donc vous retrouverez toutes vos factures dans ce coffre fort. Ce qu'on demande, donc la cible, ce qu'on demande en janvier 2017, il va y avoir aussi ce qu'on appelle le portail de l'État, le CPP 2017. Donc là, les fournisseurs pourront envoyer toutes les factures dans ce portail-là. Donc nous, on est déjà connecté avec ce portail-là à travers l'armée, hein, qui a déjà démarré le projet. Donc on parlait d'Eticon, on le fait déjà avec Eticon. On transmet les factures dans ce portail d'État. Et on le fait avec Gaz de France, enfin avec d'autres secteurs. Donc l'idée, donc là je dis c'est le projet, hein, puisque le portail il existe, ce qu'ils appellent de l'État, mais pour les établissements publics, ce sera le portail pour les établissements publics, celui-ci il n'existe pas encore. Donc nous, de la même manière, on va récupérer les factures EDI des fournisseurs et on va les transmettre au portail de l'État et dans la GEF, ou que portail de l'État, enfin ça c'est au choix après de l'établissement, etc. Évidemment, les factures PDF, parce qu'il n'y aura plus de factures papier, seront transmises directement au portail de l'État, sachant qu'évidemment, la facture PDF, vous ne pourrez pas la réintégrer, mais vous pourrez quand même l'envoyer dans le flux PSV2 pour le trésorier payeur. Mais vous ne pourrez pas la réintégrer dans votre GEF. Donc vous n'aurez pas le gain de temps, mais lui, le trésorier payeur, il ne recevra plus de papier. Donc nous, notre rôle, évidemment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'importance de la codification, des rapprochements. Comment se fait les rapprochements dans les GEF? Ils se font d'abord par le numéro de commande. Donc nous, vu qu'on a déjà transmis les commandes, quand arrive la facture, on contrôle les numéros de commande, parce que souvent, il y a des préfixes qui vont venir se rajouter ou des choses comme ça. On les enlève ou on rajoute. Et après, si le montant global n'est pas bon, évidemment, le rapprochement va se faire à la ligne. Et le rapprochement à la ligne, il se fait parce qu'on a dit tout le long de la présentation par rapport au code article. Donc en fonction des GEF, c'est le code article fournisseur ou ça peut être le code article interne à la GEF. Il est clair que sur les factures, le code interne à la GEF, vous ne le trouvez pas. Donc nous, notre rôle, c'est d'enrichir la facture de ces codes-là pour que le rapprochement puisse se faire. Sinon, la facture serait rejetée. C'est pour ça qu'on voit notre petite flèche EDI contrôlé enrichi. Donc c'est ce que j'explique là. Donc vraiment notre rôle c'est de récupérer les factures EDI des fournisseurs, de les contrôler par rapport à la commande et de les enrichir en fonction des GEF de ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire vérifier le numéro de commande, les codes. On peut parler aussi du cas du médicament où on commande à l'ATC, on commande à l'UCD, excusez-moi, on commande à l'UCD et les fournisseurs facturent au CIP, c'est-à-dire au boitage. Nous, notre rôle, c'est de compléter le CIP par l'UCD pour pouvoir faire le rapprochement à la ligne. Alors là, il y a une étude qui a été faite, pas par nous, hein, par Arthur D. Little, sur le gain de la facture EDI. Donc voilà, on voit qu'un coût moyen de facture EDI papier, il est à 17 €. Si on fait du scan, c'est-à-dire du scan-like, ce que je disais tout à l'heure, on transforme une facture, on la scanne et on la transforme en EDI, on arrive quand même à gagner 30%. Et si c'est de l'EDI pur du début jusqu'à la fin, on gagne jusqu'à 60%. Donc pour revenir à la question précédente, la liste des fournisseurs avec qui déjà la CGDIM fait de l'EDI. Donc la liste est longue, hein, puisqu'il y a 2 pages.
l'AP de Paris a déjà contrôlé cette liste et a évalué que pour elle, ça représentait 50% de ses flux. Donc déjà, si on connecte tous les fournisseurs qui savent déjà faire de l'EDI, ça représente 50% des flux de l'hôpital. Là, la situation des éditeurs. Donc comme on l'a vu, le premier éditeur et le seul actuellement à être en production, c'est Cepage. Donc qui est en production avec Besançon, Grenoble et le CHS du Jura. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a 2 CHU, mais il y a aussi des petits établissements qui s'y sont déjà mis. Donc ceux-là, ils sont en production. Il y a aussi Kayak maintenant qui est en production avec le groupe Capio. Donc ça représente, le groupe Capio, c'est plus d'une vingtaine de cliniques. Et donc les autres éditeurs, comme je vous dis, avec l'obligation en 2017, ils s'y sont mis. Et donc il y a ACFA, donc via Hexagone, qui est en test avec le CH de Cahors, et le MIPI qui est en test avec le CH de Bayeux. Il y a des attentes de tests parce qu'on fait évidemment, on valide avec un éditeur quand plusieurs établissements ont testé. Donc pour ACFA, le prochain testeur, ça sera Annecy. Et pour Mencare, encore on n'a pas commencé les tests, mais on avait déterminé les établissements, ça sera Clermont-Ferrand et Tours. Pour Médiane, Dax et Rumilly. Et pour le MIPI, pour compléter les tests de Bayeux, il y aura Rennes ou Toulouse. Et en attente de déploiement, donc il y en a 5 chez Hexagone, il y en a une vingtaine chez Cepage, 5 chez Mencare, 3 chez Médiane, 8 au niveau de Mac2 et 14 au niveau de Kayak. Donc pour finir, voilà, l'intérêt aussi d'Hospitalis, c'est qu'on voit par rapport à tous ces éditeurs qu'on est déjà connecté grâce aux commandes. Voilà, pour les éditeurs, par exemple, si on prend Hexagone, ils ont 64 établissements en France. Il y en a déjà 52 qui sont connectés à Hospitalis. Si on prend Cepage, ils ont 98 établissements. On en a connecté déjà 76. Mencare, 70-57. Médiane 6-4. Et on voit, j'ai mis aussi le tableau en fonction de la taille des établissements. Donc évidemment, quasiment tous les gros établissements sont déjà connectés. Donc voilà, maintenant je vous laisse aux questions parce qu'on est déjà un peu en retard. Oui, le centre hospitalier de Compiègne, oui. j'avais une question sur le circuit de traçabilité des produits. Sur le circuit, alors oui. Le circuit de traçabilité des produits réglementés avec numéro de lot, numéro de péremption et donc comment ça remonte dans vos logiciels et comment vous expliquez donc au laboratoire et à la pharmacie. Oui, tout à fait. Alors déjà, on dépend comme de la même manière que les factures des éditeurs. Donc il y a des éditeurs où la réintégration n'est pas possible. Tous les logiciels métiers, alors si je pense aux réactifs de labo, où la traçabilité est obligatoire, on remonte les numéros de lot et les dates de péremption dans Sapanet, Armure, tous ces logiciels-là. C'est-à-dire qu'ils passent les commandes via la GEF, bon, prenons qu'à Cepage. Le CHU de Grenoble fonctionne comme ça. Ils passent ces commandes via Cepage et ils réintègrent les numéros de lot et les dates de péremption dans Sapanet. On le fait aussi dans les WMS, donc les LM7, etc. Et il y a des éditeurs, des GEF, qui le font aussi, comme Cepage qui est prêt à recevoir les numéros de lot, les dates de péremption. Voilà. Donc ça, après, il faut demander aux éditeurs. Mais nous, on a les bons de livraison dématérialisés, donc on est capable de vous renvoyer les numéros de lot et les dates de péremption. Je n'entends pas la question. On est Cepage et LM7 également. Pour les numéros de lot, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas mis en place des ADV. Donc, à la réception, il y a des numéros de lot qui sont ressaisis ou scannés. Bientôt, avec Cepage, on pourra scanner à la réception. Voilà. Pour LM7, c'est le CHU de Rennes qui réintègre déjà les numéros de lot et les dates de péremption. Pour LM7. Oui, bonjour, hôpital de Lysium, d'Irode. MIPI et avec Hospitalis. Moi, ma question, c'est quels paramètres vous allez utiliser pour vérifier la fiabilité d'une facture par rapport à un bon de commande. Quand c'est un marché à prix ferme, ça va tout seul. Mais par exemple, les commandes d'alimentation, où tout est pratiquement maintenant sous le régime des cotations,
est-ce que je vais pouvoir travailler en dématérialisé ou est-ce que tout va me revenir en erreur? Alors, nous, ce qu'on vérifie, c'est que la facture va pouvoir se réintégrer dans ces pages ou dans la GEF. C'est-à-dire, ce que je disais, on va vérifier les numéros de lot et qu'on puisse se faire le rapprochement par rapport au code produit. Alors, dans le cas de la restauration, donc le premier rapprochement, on va vérifier que le numéro de lot est bon. Il va retrouver votre commande que vous avez passée via Hospitalis et il va comparer le montant global. Il est clair que si le montant global est faux, si vous n'avez pas de codification pour la restauration, il va vous dire bah là, je ne peux pas la liquider en automatique, il y a un écart de temps, c'est à vous là de reprendre la main. Il faut évidemment que les montants soient bons. S'il vous force la liquidation si les montants sont faux, il n'y a plus aucun intérêt, je dirais, de contrôle, quoi. Mais il va contrôler ces montants-là. Si le montant est bon, liquidation automatique. Si le montant est faux, eh ben, ça passe pas. Mais là, du fait de la comment on appelle ça, du régime des cotations, le bon de commande et la facture n'auront jamais le même montant. Parce que je commande aujourd'hui et il va me facturer au jour de la livraison en fonction des cours de Rungis. Donc ça veut dire que le millier ou les 2000 ou 3000 factures d'alimentation, on se les fait à la main. Je dirais malheureusement oui, comme vous le faites actuellement. De toute façon, on ne peut pas demander à Cepage de dire c'est faux, mais prenez-le quand même. Il faut à un moment donné que vous alliez corriger. Donc je pense qu'actuellement, vous corrigez la commande, vous modifiez le prix pour pouvoir liquider. Bah là, malheureusement, vous serez obligé de le faire. Le seul avantage que vous aurez, c'est qu'il va vous le dire, le différentiel. Il va vous dire votre correction, elle est de temps à faire. Je suis désolé, alors comme les précédents, bah voilà, hein, on a déjà dépassé le temps. Donc si vous avez des questions, on est sur le stand D89. Vous n'hésitez pas à venir nous joindre. Merci.